The grandest days were those of the wind. The idea was to climb up on the terrace and turn their backs to the wind. The children would get a good grip on the dry, rustling branches. The game was to advance into the wind whilst lifting the branch higher and higher. The winner was the one who first reached the end of the terrace without letting the wind tear the branch from his hands. Jacques could feel the wind from the farthest ends of the country coursing down the length of the branch and down his arms to fill him with such power and exultation that he cried out endlessly, until his arms and shoulders gave way under the strain and he let go of the branch, which the wind instantly carried off along with his cries. And that night, lying in bed, worn out, he could still hear the howling and the tumult of the wind that he would love for all his life. The writer's task is not to turn away from trying to solve difficult questions. Whatever our personal weaknesses, the nobility of this career will always be rooted in two undertakings which are difficult to carry out: the refusal to lie about what one knows and resistance to oppression. Une amie m'a amenée à une répétition de la Célestine au théâtre de l'Équipe. J'ai regardé la scène, j'ai vu un jeune homme grand, mince, pâle, et j'ai su tout de suite que c'était Albert Camus. Et ensuite, il est venu, on nous a présentés. Il avait lu mes poèmes, moi j'avais lu L'Envers et l'Endroit. On se connaissait déjà dans un sens. Et tout de suite, une grande amitié est née. On a fait de grandes promenades sur les hauteurs d'Alger. Et donc c'est un soir, c'était donc tout illuminé, le port, c'était merveilleux. On s'est assis sur un petit banc. Et à ce moment-là, un petit yaouled, on appelle ça un yaouled, est venu avec des fleurs et il a proposé des fleurs. Et Camus a acheté des iris qu'il m'a offert en disant « ce sont des iris de Florence ». Alors j'étais très touchée par ce geste très simple, bien sûr, mais de la part de ce jeune homme que je savais très démuni. À ce moment-là, il avait une vie très difficile. Il était isolé et fiévreux. Enfin, j'étais très émue par ce cadeau. Alors mes parents étaient inquiets de me voir beaucoup fréquenter ce jeune homme. Je rentrais dans la nuit, je ne parlais plus, enfin, le type de la jeune amoureuse complètement absorbée. Et puis là-dessus, nous sommes partis au Maroc. Mes parents ont décidé de faire un voyage en voiture pour me changer les idées. He was handsome, he was very well read, and he also had this aura which people have in France when they are aspiring writers.
writers are respected, even in a slightly provincial place like Algiers in those days. Being a Pied Noir is being of European, Italian, Maltese, Spanish, French extraction. And most of the Pied Noirs, like Camus, were of extremely humble origins. His mother was an illiterate charwoman who could hardly speak. No books in his house at all. He lost his father when he was a few months old during the First World War. When he started going to the lycée, secondary school, was a stranger. He came from a very poor suburb, Bellecour, and suddenly he was surrounded by young boys whose families were officers, lawyers, university professors, and he was at a loss. Camus had two Algerias in his mind. One which was the Algeria of sun and beaches and girls. A free, easy life of the body, and communities that have to coexist but don't really know each other very well. The colors, he was extraordinarily sensitive to colors, and the countryside. He also had, I think, a slightly mythical Algeria in his mind. He worked in a kind of obsessive way. Silence, messieurs et mesdames, silence. Je m'étonne, messieurs, qu'on ait mené si grand bruit autour de cet asile. Car enfin, il fallait donner une... The whole beach was reverberating in the sun and pressing against me from behind. The sun was beginning to burn my cheeks, and I felt drops of sweat gathering in my eyebrows. It was the same sun as on the day of Mother's funeral, and again it was my forehead that was hurting me most, and all the veins were throbbing at once beneath the skin. I took a step, just one step forward, and this time, without sitting up, the Arab drew his knife and held it out towards me in the sun. It was like a long, flashing sword lunging at my forehead. My whole being went tense, and I tightened my grip on the gun. The trigger gave, and it was there that it all started. I realized that I destroyed the balance of the day, the perfect silence of this beach where I'd been happy. And I fired 4 more times at the lifeless body, and the bullets sank in without leaving a mark. And it was like giving 4 sharp knocks at the door of unhappiness. Pour Camus, l'absurde, c'était le conflit entre l'appel de vie qu'il sent en lui quand il est jeune, et puis la découverte de la mort, par exemple. N'oubliez pas qu'il est tout jeune, qu'il découvre la mort parce qu'il se sait tuberculeux, et qu'à l'époque, être tuberculeux, c'était généralement une fin fatale rapprochée. Meursault, c'est précisément l'homme qui n'avait conscience de rien. Je veux dire que la mort ne préoccupait pas, qui était jeune, qui allait à la plage, qui aimait la vie toute simple, toute élémentaire, je dirais dire, au ras du sol, du quotidien, et que la mort qu'il donne involontairement, absurdement, il tue un arabe qu'il ne connaissait pas, simplement parce qu'il a eu peur un instant, parce que le soleil a giclé sur le couteau de l'arabe, parce qu'il a eu des gouttes de sueur qui ont coulé sur ses yeux. Il a tiré, et dès ce moment-là, il entre dans le monde du procès. Et le monde du procès, c'est la découverte de l'homme. On est mis en question par les autres, par le juge d'instruction, par l'avocat, par le tribunal. Et voici Meursault qui est en quelque sorte rongé. Parce qu'il découvre le monde, il sait qu'il va mourir, qu'il va être condamné à mort,
Donc ça, c'est une des formes d'absurdité. Il est jeune, il a envie de vivre et on le condamne à mort. Si on voulait résumer ce roman d'une certaine manière, on pourrait dire, dans la société telle qu'elle est, tout homme qui ne pleure pas l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. Pour moi, Meursault est atteint de ce que j'appellerais la folie de la sincérité. Ce qui distingue ce personnage, c'est qu'il ne veut jamais dire plus qu'il ne sent. À quelqu'un qui lui propose de l'épouser et qui lui demande s'il est amoureux, il répond soit qu'il n'en sait rien, soit qu'il ne l'est pas. Il ne répond jamais oui, car il n'est jamais sûr de ses sentiments. Quand on l'interroge sur la peine qu'il risque d'avoir éprouvée à l'occasion de l'enterrement de sa mère, on remarquera qu'il ne dit jamais qu'il n'a pas eu de peine, mais qu'il n'affirme jamais qu'il a eu de la peine. Eh bien, c'est ce refus tenace, cette sorte de fascination de l'authenticité de ce qu'on est, de ce qu'on sent, qui me paraît donner son sens au roman tout entier. Ses lettres étaient très douces, il essayait d'amortir le choc en disant des choses très aimables et très tendres, mais tout ça c'était très gentil. ça cachait donc ce qui était en dessous, c'est l'indifférence. En fait, il était assez indifférent et surtout, il disait que l'amour, ça n'existait pas. Enfin, il ne croyait pas à l'amour, donc par conséquent, c'est là que nous n'avons plus été d'accord. C'est un homme de cœur, mais sauf rayon amour. Bon, il avait eu la catastrophe de son premier mariage, je crois que ça avait détruit beaucoup de choses en lui et qu'il était dans un mauvais passage. Hein. Parce que, bien sûr, il allait évoluer plus tard. À ce moment-là, il était sec. In the university circles of Algiers, Camus was a well-known character, and ladies were attracted by him. And he was not always polite with all of them, but he could be extremely seductive with many. And he met Francine, who was like him, the daughter of a man who died during the First World War. Francine came from a middle-class background in Oran. Very beautiful, a mathematician by profession, a school teacher, musically talented, extremely gifted, but she didn't seem to have the energy to become a professional pianist. Moi, j'étais plutôt moche. Ma sœur Suzy était comme moi, sans désir de plaire par son apparence. Francine a toujours été un peu plus coquette. Je vais vous raconter comment elle nous a annoncé « Je crois que je vais épouser Albert Camus ». Albert Camus? On ne savait rien de lui. Il n'existait pas encore. Francine nous a dit gentiment « Il m'a chargé de vous dire qu'il n'avait pas d'argent, pas de métier, qu'il était tuberculeux et qu'il avait un grand goût de la liberté. » Francine nous a dit « J'ai une petite photo collée sur une feuille d'identité. » Sans la moindre méchanceté, je lui dis « Mais il a l'air d'un petit singe. » Elle me répond très calme « Oui, peut-être, mais c'est l'animal qui ressemble le plus à l'homme. » The Outsider is indeed a considered and deliberate book which seems to lack emotion. Maybe I will one day try to speak of that world which you love and that being whom you say you preferred. This sparseness, this rarefied air where I feel that you find it hard to breathe, has been achieved by constantly keeping at arm's length poetry, daily temptations, and, yes, love. As he stands, Meursault
who restricts himself to answering questions put to him by men or by life itself, who doesn't hate, loves in his own way. I will not deny the defects of my book, but I know that in the future I will still feel bound to it by something hard and profound. Hello, New York. Hello, London. This is the French National Broadcasting. We take pleasure in bringing you the greetings of Paris that is fighting, but that is also at the eve of its liberation. The Germans are still occupying certain points of the capital. Revolt is not revolution. It is revolt, which for 4 years sustained the resistance, which is to say the total, obstinate, blind rejection of an order which wanted to force men onto their knees. Revolt comes first from the heart, but there comes a time when it passes into the mind, when feeling becomes idea, when spontaneous impulse ends as concerted action. That is the moment of revolution. Le lendemain de la libération, c'est une confusion des esprits extraordinaire, parce qu'on ne savait plus où était le courage. Quel était celui qui était courageux? Il y avait ceux qui étaient allés se battre à côté des Allemands en Russie, il y avait ceux qui avaient combattu contre dans la résistance, il y avait ceux qui n'avaient rien fait, qui s'étaient tenus les pieds dans les pantoufles, lesquels étaient les exemples. Si bien que les Français étaient complètement désarçonnés. Et de ce point de vue-là, Combat introduisait une espèce de bouffée d'air pur. Il a été à la tête du journal Combat. Il n'était pas directeur, il était à la tête. Il était, on pourrait dire, l'animateur. Tous les étudiants, à ce moment-là, lisaient le journal Combat. Pourquoi? Parce que c'était le journal issu de la Résistance et parce qu'il y avait un article quotidien signé AC, signé Albert Camus ou pas signé du tout. Il était plusieurs à faire l'éditorial, mais en gros, c'était lui qui les faisait. Et il écrivait un éditorial de journal comme il écrivait un livre. C'est-à-dire avec la même clarté, vous avez lu. Il avait un style, Camus, que les autres imitaient d'ailleurs, qui était fait de clarté, de phrases extrêmement simples et de prises de position toujours très nettes. Albert et Francine étaient séparés. En 1942, elles regagneront pour reprendre ses cours. Albert reste à Chambon-sur-Lignon chez Manouche. À partir de là, on ne sait plus rien d'Albert, jusqu'à la libération. When Camus came back to settle in Paris during the war, he saw very, very few people. He didn't eat very well, he didn't have very much money. He lived in funny, measly hotels. And he met Jeannine Thomasset, who was going to become Jeannine Gallimard, that is to say the wife of one of his very important friends, Michel Gallimard. Gallimard was the most important publishing house in Paris. He was taken into what he lacked, a family, that is to say, part of the Gallimard tribe. They looked after him. Paris libéré. C'était la vie frénétique. Tous les Parisiens avaient réappris à vivre. Les théâtres, les cinémas étaient pleins, les cafés étaient pleins. Là, il y a la rencontre avec cette charmante Espagnole qui était vive, pleine de vie et qui, je crois, a beaucoup soutenu Albert à tous égards par sa force d'être. Tout Paris était au courant de la liaison de Maria et de Camus. Voilà,
Dans quelle atmosphère j'allais voir revenir ma sœur. Il y a beaucoup de choses qui expliquent dans la peste, mais le retour était terrible. His wife was coming by the first train. If only he could put the clock back and be once more the man who, at the outbreak of the epidemic, had only one thought and one desire, to escape and return to the woman he loved. But that, he knew, was out of the question now. He had changed too greatly. The plague had forced on him a detachment which, try as he might, he couldn't think away, and which, like a formless fear, haunted his mind. With his arms locked around her, he let his tears flow freely, aware only that they would prevent his making sure if the face buried in the hollow of his shoulder was the face of which he had dreamed so often, or a stranger's face. For the moment, he wished to behave like all those others around him who believed or pretended to believe that plague can come and go without changing anything in men's hearts. Le baron de Fife avait une femme. Où est-elle maintenant? Et quoi? Ces mains-là ne seront donc jamais propres. When he met her, she existed fully. She was already not a Hollywood film star, but an actress very well known in France through plays and through films. They were somehow on an equal footing. He was a Don Juan, but she was a Don Juana. And, you know, they had an agreement that they could live their lives the way they wanted. And he went back to her all the time. He could confide in her almost completely. We didn't have anybody like this in American literature. When I speak of self-possession, it was really remarkable. He was a man, and I think of it with young people, boys and girls that saw this man sure of himself when he spoke, say, in American universities. Handsome, too thin at that time when he came to America. And they found there the hero, some people found there the hero that we didn't have. This was a rare and impressive figure coming out of the Second World War, in which he had participated as a resistant. And here was a writer who was wholly concentrated on ethical matters. And yet there was something impenetrable about him. Something very mysterious and ambiguous. I met him a couple of weeks maybe after he had arrived. I was just 20, and he was indefatigable about seeing New York, even though he was not strong. He was, in fact, quite ill. And he began to be my guide, not the other way around. Not only was he indefatigable, but he was irrepressible. I can't tell you the number of times, maybe 3 or 4, that it took me, and sometimes other people, French people, to their horror, really, to Sammy's Bowery Follies, which was a nightclub like a saloon. And they had these wretched women who played, they sang, and they played instruments. They may have been former chorus girls or something like that, but they were chosen because they were very fat, and they would shake all this fat around. It
was grotesque and painful, to me anyway. But he thought that this was, for some reason, hilarious. Although I think it was not unkind, but that people would come, like himself, night after night to see this thing. He wrote a lot of letters. I also wrote him a lot of letters. Hundreds. Pat, darling, here I am back in my old Paris after 12 days at sea. Days which were filled with you, with my regrets, and with this despairing and wondrous thing which has been between us. Paris, which is as beautiful as ever, is my only consolation. I have walked alone in the city several times. It is the only way I had of walking in it with you. Maria Casares s'est éloignée quand elle a su que Francine était enceinte. Francine porteuse a été respectée, si j'ose dire. Et puis ça a recommencé. Sartre et Camus se sont connus par la littérature et un peu par la résistance. Ils sont souvent finis à 2h, 3h, 4h du matin dans des cafés qui sont devenus célèbres, qu'on a considérés comme des cafés existentialistes. Et Sartre était le centre. Camus était à ce moment-là un personnage écrivain, de talent, mais enfin qui n'avait pas la même influence. Les dissentiments sont assez vite arrivés parce qu'ils n'avaient pas une approche tout à fait identique. Et puis, avec les années, la tension de la guerre froide qui va monter, Sartre prend à ce moment-là le parti de l'Union soviétique et Camus lui dit « je prends le parti de la vie. Je suis contre une nouvelle guerre. La révolte aujourd'hui, c'est de se révolter contre la guerre. » Le grand problème qui les a coupés, c'est qu'à ce moment-là, on commence à découvrir les camps soviétiques, les camps de concentration. Sartre ne le niait pas. Simplement, il avait dit qu'il ne faut pas désespérer Billancourt, c'est-à-dire la classe ouvrière, et il ne faut pas la désespérer en disant que les Russes ont des camps de concentration. Et alors que Camus a dit, mais on a dénoncé hier les camps de concentration allemands, et on doit dénoncer de la même manière les camps soviétiques. In order to exist, man must rebel. But rebellion must respect the limits that it discovers in itself. In contemplating the results of an act of rebellion, we shall have to ask ourselves each time whether it remains faithful to its first noble promise, or whether it forgets its purpose and plunges into a mire of tyranny or servitude. In absurdist experience, suffering is individual. But from the moment that a movement of rebellion begins, suffering is seen as a collective experience, as the experience of everyone. Therefore, the first step for a mind overwhelmed by the absurdity of things is to realize that this feeling of strangeness is shared by all men, and that the entire human race suffers from the division between itself and the rest of the world. What he did in that book, among other things, was to question the very idea of revolution. For him, it was not an end in itself or a good thing in itself. And his criticism of the Russian Revolution is quite extraordinary, especially in the year 1952. He was saying, we cannot
overlook the fact that this is a police state, the Russian world. And in fact, he was actually saying, comrades, you're all saying that it's night in the middle of the day. Well, it happens not to be. Il y avait encore un parti communiste vivant en France et il y avait une classe ouvrière qui était repérable comme telle, enfin, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et cette classe ouvrière était en majorité portée à se référer au Parti communiste. Alors, nous comprenions très bien, nous y avions d'ailleurs participé, que l'on dénonce les redoutables excès qui se produisaient en Union soviétique, mais nous ne voulions pas que ça se traduise par une condamnation du communisme sous sa forme, disons, française et aussi italienne, enfin bon. Le propos de l'homme révolté était de substituer à toute idée, à toute recherche du type action révolutionnaire, une conception de la révolte qui nous apparaissait un peu trop abstraite, comment dire, idéaliste et hors de propos, je veux dire, n'embrayant pas sur la réalité. Et donc au temps moderne, nous nous sommes posé la question, dès ce moment-là, du compte-rendu que nous étions évidemment tenus d'en faire. Et puis, personne ne voulait, aucun d'entre nous ne voulait s'en charger. Et ça a duré environ 6 mois. Et Sartre a tranché en disant bah, il faut que ce soit Janson qui le fasse. Il a trouvé un argument qui me paraissait bizarre, en disant que au moins je le ferai poliment. Et vous l'avez fait poliment? Je pense que je l'ai fait poliment, mais je l'ai fait durement. Camus blames the Stalinists for being totally captive of history. But they're no more so than he is. If Camus' revolt wishes to be deliberately static, it can only concern Camus himself. The Rebel is an aborted great book. Monsieur le Directeur, I am beginning to be a little tired of seeing myself and other veteran militants who never walked away from the struggles of their times, receiving lessons in efficacy from critics who never placed anything more than their armchair in the tide of history. Friendship can also become totalitarian. A mixture of somber conceit and vulnerability has always discouraged anyone from telling you whole truths. The result is that you have become the victim of bleak immoderation. It seems I am to pay dearly for this poor book. Today I am full of doubt about it and full of doubt about myself. But I have nothing to say if people put me personally on trial. Any defense becomes a self-justification. And what is striking is this explosion of long-repressed loathing. All this goes to prove that these people have never been my friends. Et il admettait très mal que quelqu'un ne soit pas ce qu'il considérait qu'un ami devait être dans toutes les circonstances. Une des raisons de la rupture avec Sartre, c'est que Sartre, qui n'était pas du tout comme cela, qui lui pouvait séparer le jugement qu'il portait de l'amitié qu'il éprouvait, l'avait scandalisé au moment de l'homme révolté. Parce que Camus considérait qu'un vrai ami n'aurait jamais dû écrire ce qu'il avait écrit. Parce qu'alors il avait un sentiment, effectivement, qu'on peut appeler de fraternité, qu'il étendait d'ailleurs à l'ensemble de l'humanité. Chez Camus, l'amitié comptait beaucoup. Toute sa vie, le football a compté dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'était un club, une vie en commun, une lutte en commun, mais on était copains, on était amis. Il y avait l'amitié au théâtre qui comptait beaucoup. Puis il y avait les amitiés personnelles auxquelles il était profondément attaché. Et enfin, il y avait comme cela toute une série de groupes d'amis qui, pour lui, étaient des véritables bases, je dirais, dans lesquelles il pouvait résister à l'absurde.
Comment? Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. C'est lui qui l'a dit, qu'il pouvait s'engager dans le théâtre sans que ça nuise à son écriture et à son métier d'écrivain. Et je crois qu'effectivement, ce que ça lui amenait, c'était un grand bonheur et une sensation de chaleur, de solidarité, de tout ce qu'il n'avait plus auprès de ses contemporains, comme il disait. Et puis le bonheur de faire ce qu'il avait toujours aimé, c'est-à-dire de présenter sur un plateau ce qu'il appelait une histoire de grandeur racontée par des corps. Je n'ai connu que dans les sports d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. Je crois qu'on avait persuadé Camus que s'il faisait une apparition à la télévision et s'il parlait du théâtre, de sa conception du théâtre, de ses rêves autour du théâtre, ça pouvait redonner un élan aux possédés. Parce que les possédés marchaient très bien, mais pas suffisamment pour la bonne santé du théâtre. Je vous ai effrayé? Pardonnez-moi. Ce n'est rien. Je me suis trompée. Ah! Mais qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Je ne vous reconnaissais pas tout d'un coup. Il me semblait que vous étiez un autre. Qu'avez-vous dans la main? Quelle main? La droite, c'est un couteau. Regardez ma main, elle est vide. Cette histoire du corps, par exemple, c'était quelque chose qui lui tenait très à cœur. Il pensait que les acteurs devaient respirer largement, devaient se servir de leur corps un peu comme des athlètes ou des danseurs. Il y a une petite anecdote comme ça que raconte Jean Vilar. Il devait jouer le Don Juan et Camus est entré dans sa loge et Vilar était en train d'arranger ses chaussures parce qu'il avait mal aux pieds. Et Camus lui a dit, c'est très embêtant parce qu'on ne peut pas jouer Don Juan quand on a mal aux pieds. Don Juan est un danseur. Toi, tu ressembles beaucoup à mon prince, mais c'est fini. J'ai percé ton mensonge. Toi, tu veux plaire à cette demoiselle. Tu la convoites. Mais vous m'excitez. Laissez cette folie. Lui ne m'a jamais dit que j'étais folle. J'étais un prince, un aigle. Il pouvait se prosterner devant Dieu s'il voulait, ne pas se prosterner s'il ne voulait pas. Toi, Châteauneuf t'a giflé. Tu es un laquais aussi. Mais regardez-moi. Reconnaissez-moi. Je suis votre mari. Lâche-moi, imposteur. Je ne crains pas ton couteau. Il avait l'intention de monter Les Possédés déjà depuis très longtemps. Et tous les personnages de Dostoïevski l'ont marqué. Et puis, je crois qu'il y avait dans les personnages de Dostoïevski une démesure qui correspondait à la sienne. Même s'il disait qu'il fallait une mesure et une limite, intérieurement, il y avait en lui cet appétit d'absolu et aussi cette compassion qu'il y a dans les personnages de Dostoïevski. I found Francine in an alarming state. I had hoped she would have regained her equilibrium. On the contrary, I find her depression worsened into neurosis complicated by manifestations of anxiety and obsession. Apart from my sister-in-law, Christiane, no one in her family can really be of help to her, nor understand her. But now, it is too late.
Ma sœur était très résignée en apparence. Ce n'était pas une souffrance de tous les instants. Elle a tenu, et puis elle a craqué. Albert a perdu pied. Il a pleuré, il a pleuré. Elle s'éloigne, elle s'éloigne. Elle s'en va, Christiane. Elle devient folle, quoi. Elles sont toujours fermées, les fenêtres de la clinique. Puis tout d'un coup, ça cède, mais ce n'est pas très haut. Elle a sauté pour sortir de cette chambre. Malheureusement, elle s'est blessée. Il a fait une fixation parce qu'il pensait que tout le monde le jugeait. Il était mal à l'aise, le malheureux. Il me disait, avec des yeux navrés, « Christiane, je ne peux plus écrire. » Je lui répondais tout le temps, « Tu écriras plus tard, mais il faut la sauver. Il faut la sortir de là. » Je me trouvais chez Albert Camus, à rue Madame. Je travaillais sur des documents qu'il m'avait prêtés et nous devions déjeuner ensemble. J'étais encore, on voit très bien la grande pièce où nous étions. Et à 1h, Camus est arrivé, visiblement très bouleversé. Il m'a dit, nous, excusez-moi, nous ne mangerons pas ensemble. Je ne peux pas, j'ai un problème. De me quitter. Il ne m'a rien dit de plus. Et puis, 8 jours après, je suis revenu pour continuer nos entretiens, puisque nous voyions en ce moment-là très souvent, pour le premier livre que j'avais écrit sur lui. Et alors, il m'a dit, il faut que je m'excuse pour l'autre jour. Ma femme a tenté de se suicider. Je n'avais pas dit plus. Bien entendu, je me suis tu et il a dit, oui, je croyais qu'il était entendu entre nous que nous étions mariés, nous étions libres l'un et l'autre. Et pendant des années, 10 ans, ça a été vrai. Et puis je ne sais pas pourquoi maintenant ma femme ne supporte plus la liaison que j'ai. Et il m'avait ajouté, je ne me sens pas coupable, mais je me sens responsable. Et il disait en terminant, au fond, je n'aurais jamais dû me marier. La chute est parue en 57 et c'est un grand avocat qui était à Paris et qui était un homme très brillant, très ouvert, très dans le monde et qui a eu une expérience un jour douloureuse de culpabilité par rapport à une sorte de non-insistance à personne en danger et ça l'a remis complètement en question et il a en quelque sorte tout lâché pour s'exiler à Amsterdam. Et là, il vit à Amsterdam, seul, dans une grande solitude. Mais il passe la plupart de son temps dans un bar qui s'appelle Mexico City, où il se confesse, où il s'accuse, et où il essaie de trouver des interlocuteurs pour se libérer, en quelque sorte, peut-être, de sa solitude, de son désespoir et de sa culpabilité. Eh bien voilà, il y a quelques années, j'étais avocat à Paris. Un avocat assez connu. Et j'avais une spécialité, les nobles causes. Je ne me suis jamais senti à l'aise que dans les situations élevées. Ma profession satisfaisait heureusement cette vocation des sommets. Elle m'enlevait toute amertume à l'égard de mon prochain, que j'obligeais toujours, sans jamais rien lui devoir. Pesez bien cela, cher monsieur. Je vivais impunément. Je n'étais concerné par aucun jugement. Je ne me trouvais pas sur la scène du tribunal, mais quelque part dans les cintres, comme ces dieux que de temps en temps on descend au moyen d'une machine pour transfigurer l'action et lui donner son sens. Après tout, vivre au-dessus reste encore la seule manière d'être vu et salué par le plus grand nombre. Les juges punissaient, les accusés expiaient, et moi, libre de tout devoir,
soustrait au jugement comme à la sanction, je régnais librement dans une lumière édénique. À force d'être comblé, je me sentais, j'hésite à l'avouer, je me sentais désigné. Et cette conviction m'a soulevé longtemps au-dessus du train quotidien. Et j'ai plané, littéralement, pendant des années, dont, à vrai dire, j'ai encore le regret au cœur. J'ai plané. Jusqu'au soir. Mais non, ceci est une autre affaire, il faut l'oublier. Le personnage de Clamence, c'est la duplicité. C'est le fait que nous sommes tous doubles. Hein. C'est ce que Clamence est à la fois odieux, cynique, ironique, et en même temps touchant, attendrissant, généreux. Il est à la fois ouvert au monde et à la fois enfermé dans sa solitude. Et bien sûr, Camus est totalement dans la chute, mais il n'est pas Clamence. Ce que j'ai à vous raconter maintenant est un peu plus difficile. Voilà. Il s'agit d'une femme. Cette nuit-là, en novembre, je regagnais la rive gauche et mon domicile. Sur le pont, je passais derrière une forme, penchée sur le parapet, et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguais une mince jeune femme, habillée de noir. J'avais parcouru une cinquantaine de mètres à peu près, lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne, d'un corps qui s'abat sur l'eau. Presque aussitôt, j'entendis un cri, plusieurs fois répété, qui semblait lui aussi descendre le fleuve, et puis s'éteignit brusquement. Le silence qui suivit dans la nuit soudain figée me parut interminable. Je voulais courir et je ne bougeais pas. Je me disais qu'il fallait faire vite, et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J'ai oublié ce que j'ai pensé alors. Trop tard. Trop loin. Enfin, quelque chose de ce genre. J'écoutais toujours, immobile. Puis, à petits pas sous la pluie, je m'éloignais. Je ne prévins personne. J'avais eu alors un écho de la part de Francine Camus, après la mort d'Albert, un jour où nous travaillions ensemble sur la chute, parce que nous étudions les manuscrits, je travaillais avec elle, on lisait des choses qu'elle avait du mal à lire ou que j'avais du mal à lire. Et à un moment donné, elle m'a dit, oui, cette femme qui se noie et à laquelle on ne tend pas la main, quand il a écrit cela, j'ai dit à Albert, au fond, c'est notre histoire. Et après tout, pour une fois que tu t'accuses toi-même, c'est une bonne chose. Et c'est elle qui m'avait en quelque sorte révélé
que la chute, c'est aussi une confession en même temps que tout le monde est concerné. Quand on a lu le livre, on doit se dire, est-ce que moi, je suis plus clair que Clamence? Est-ce que moi, je suis plus honnête que Clamence? Est-ce que moi, j'aurai le courage de saisir la main de cette femme qui se noie? Voilà. People talk today of an Algerian nation, and this exasperates me. All this has nothing to do with the concept of nation. What anyone might say today's Algeria is a land inhabited by two peoples, and I mean two peoples. One is Muslim and the other is not. They both have an equal right to justice and an equal right to preserve their homeland. I'm distraught by events there. Algeria is choking me. I can think of nothing else. We were sitting having lunch and he was extremely nervous. And a runner arrived from Gallimard and made his way through this crowd there and said to him that if not decision had been made, it was a sure thing. And he was panicked, suffoqué is what I told Olivier about it. And he just raised his hands up and he said, no, it should have gone to Malraux. He told that to a lot of people. Camus in 1957 was, according to all witnesses, absolutely crushed by getting the Nobel Prize. He was the youngest French winner. He was a man who thought that most of his work was in front of him, and getting the Nobel Prize was like being buried alive. Il y avait une forte opinion, du moins parmi les intellectuels et les journalistes en Suède, en ce qui concernait la question de l'Algérie. Et évidemment, ça posait quelques grincements. De même, il y avait en France aussi une opposition entre Camus et Sartre après L'homme révolté. Donc il y avait des choses qui n'étaient pas très agréables à ce moment-là. Dans toutes les circonstances de sa vie, obscures ou provisoirement célèbres, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Albert n'avait jamais eu l'idée de suggérer à Francine, ni même de lui offrir, quelque chose d'habillé, d'élégant. Francine est toujours restée dans un ton, je ne dirais pas mineur, mais... Alors ses amis, l'une lui a offert son collier, l'autre ses boucles d'oreilles. On l'a aidé à avoir une très jolie robe. On peut dire que Francine a été entièrement parée de l'amour des Oranaises. Après la journée donc du prix, il y a eu cette espèce de rencontre avec les étudiants de l'université de Stockholm. Et il y avait là aussi un jeune Algérien qui avait vivement entrepris sur la question algérienne. Et c'était d'ailleurs un peu désagréable en ce sens que entre chaque attaque qu'il lançait contre Camus, il redescendait dans la salle où il avait des copains suédois qui le conseillaient en ce qui devait être dit la prochaine fois. C'est un petit peu comme si ces étudiants-là lâchaient un chien après Camus. Moi, j'ai trouvé ça très désagréable. Et c'est à ce moment-là que Camus a dit la fameuse chose au sujet de sa mère et de la justice. Il a dit quelque chose dans ce genre que
Et en ce moment-ci, on lance des bombes dans les tramways à Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est ça votre justice, je préfère ma mère. When Camus spouted this answer about justice and his mother, an unfortunate phrase, logically, but one that can understand completely, as it was a cri du cœur, it really came from his guts. He meant that he constantly thought about his mother. She could take a tram in Algeria and be blown to pieces. Of course, this was not how it was interpreted. It was interpreted by many people as meaning thousands of Algerians killed, justice or injustice mean nothing, and he thinks about his mother. Camus, after the Nobel Prize, had years of being ostracized for two reasons. Of course, he was reactionary because he was anti-communist. He'd spoken too soon. And of course, he was reactionary because he did not accept the idea of independence. He felt that he had equal right to the soil in Algeria. And there's no question that, you know, on that particular point, he was a bit behind history. But it is absolutely absurd to say that he was a traditional French colonialist. Arrived in Lourmarin, exhausted. For years I have wanted to live according to the morality of the majority. I forced myself to live like everyone else. I said what was necessary to say in order to bond, even when I felt separate. The upshot of all this was catastrophic. Now I am wandering among the wreckage, resigned to my singularity and my disabilities. And I have to rebuild a truth, having lived all my life inside a kind of lie. Il a eu le prix Nobel, donc un peu d'argent, parce que c'est vrai qu'il était plus pauvre, parce qu'il avait des droits d'auteur qui n'étaient pas minuscules, mais enfin il ne disposait pas de capitaux ni rien, donc il a eu pour la première fois de sa vie une somme devant lui. Et je pense que comme il y avait René Char qui était à l'Île-sur-Sorgue, pas loin, qu'il venait en vacances ici avec ses enfants souvent, enfin dans la région. Il a cherché cette maison, il l'a trouvée, et elle lui a plu. Et je crois qu'il y a été bien. Je crois que ça a été très important parce qu'il y avait l'exil de l'Algérie. Et il a été coupé d'Algérie, douloureusement. Et vous savez, l'Algérie, c'était le soleil, c'était son pays. Enfin. Alors, il était vraiment dans une solitude assez profonde. S'il n'y avait pas eu un nombre d'hommes comme ça autour de lui qui l'aimaient beaucoup et de femmes, il aurait été très isolé. Il a connu Maria Casares, qui a été, tout le monde le sait, plus qu'une aventure, une liaison, plus qu'une liaison, je ne peux pas dire une, je ne sais pas comment dire, une compagne. C'était aussi une compagne de toute son existence à partir du moment où il l'a rencontrée, c'est-à-dire à partir de 1943, jusqu'à sa mort. Hein. Ils sont toujours vus, toujours aimés, toujours été ensemble. Michel, mon cousin, qui était un homme extrêmement généreux, enthousiaste, etc., et je dirais presque tombé amoureux de Camus. C'est-à-dire il s'est pris d'une amitié phénoménale pour lui, et Camus a été très touché par cette amie, et ça a été une amitié qui ne s'est plus jamais démentie. Et bien entendu, Michel a tout fait pour aider Camus, parce qu'il était un des directeurs de la maison d'édition. Il l'a fait engager par la maison d'édition pour qu'il soit lecteur, et ils ont été des amis qui ne se quittaient plus, qui se voyaient tout le temps, qui passaient des bouts de vacances ensemble, etc. Et ça a duré jusqu'à leur mort commune, quoi. Très vite, moi j'étais plus jeune, mais aggloméré à ce petit groupe.
Et la première chose qu'il m'est dite, c'est je sais que tu as joué au rugby. Moi, je suis un bon joueur de football. On est fait pour s'entendre. D'ailleurs, j'avais un copain comme toi qui était un peu costaud, musclé. Et à partir de ce moment, on est devenus amis, quoi. Albert, il n'aimait pas le luxe. Il aimait bien être élégant. Il aimait bien, d'une certaine façon, une belle salle de bain, des choses comme ça, mais il n'aimait pas le luxe du tout. Et il y avait toujours des histoires entre Michel et lui, Michel Gallimard, parce que Michel Gallimard a passionné de belles voitures, confortables. À une époque, il y avait des voitures américaines avant d'avoir des voitures de sport françaises. Et il disait à Albert, écoute, tu es ridicule avec ta vieille 11 chevaux complètement pourrie, la vilaine et tout, maintenant. Hein, tu as les moyens de te payer une belle bagnole confortable pour aller te promener, tout ça. Et... Ben, écoute, mon cher Michel, excuse-moi de te le dire, mais les voitures que tu as, c'est le comble de la vulgarité. Moi, n'est-ce pas, l'aristocratie française, c'est bien connu, se promène en chevaux Citroën noirs, et ainsi que les grands patrons, les gens importants de la société. Les gens comme toi qui ont plein de chromes autour d'eux, c'est vraiment assez vulgaire. J'ai rencontré Camus au début de l'année 57 et je l'ai rencontré d'une façon assez amusante dans un café, au Café Flore. J'étais en train d'écrire à ma table du courrier ou je ne sais plus trop quoi et il m'a remarqué et il a envoyé un des amis qui était à sa table pour m'inviter à venir à la sienne, quoi. J'étais tout à fait... hors du circuit intellectuel parisien, et comme en même temps je m'intéressais aux mêmes choses que lui, mais d'une façon juvénile, et puis nous nous entendions admirablement ensemble, on riait beaucoup ensemble, je pense que je lui apportais de la gaieté, et je pense que c'est ça, enfin, c'est mystérieux les choses, des relations amoureuses. C'est difficile de parler de sa vie privée, mais en même temps, c'est un passage de ma vie qui a tellement compté pour moi que de ne pas en parler du tout, ça me paraissait aussi anormal qu'étrange d'en parler. Enfin, c'est très difficile, d'ailleurs je ne sais toujours pas si j'ai raison d'en parler. Albert adorait la musique, c'est toujours lui qui choisissait la musique de ses pièces de théâtre. Et chez lui, la musique était tout le temps là, toujours présente. Dans Don Giovanni, il y a des passages d'une gaieté merveilleuse et puis il y a des passages d'une profondeur tragique et effrayante. Il était sensible aux deux et je pense que Albert était vraiment un composé à la fois de tragique et de joie. Il aimait profondément certaines choses de la vie et ce n'était pas un tragique funèbre du tout. Même dans L'étranger, je trouve qu'il y a un humour masqué et dans La chute aussi. C'est plutôt l'ironie ou l'espèce de malice qu'il pouvait avoir dans la vie et que l'on perçoit dans tous ses livres. Mais c'est tellement ténu parfois que ça passe inaperçu. Je vous ai posé une question une fois de si c'était un homme de famille, Camus, ou comme beaucoup d'artistes. Je pense qu'il avait besoin d'une famille, parce que c'était un homme de cœur et très affectif, mais il avait aussi énormément besoin de solitude et de méditation, donc d'un espèce de repli sur lui-même. Et il arrivait difficilement à concilier tout ça, parce que c'est toujours difficile d'être à la fois un solitaire, un ermite qui écrit dans son coin et en même temps d'avoir besoin du contact des autres et des devoirs et des obligations qu'on a envers ceux qu'on aime. C'est un peu difficile à assumer tout ça. When Francine was very ill,
Camus, who had separated from her, but obviously had extremely close links to his children, had to separate from them. His daughter went to Oran with her grandmother, and Jean stayed in France with the Polges. And for both of them, and for Camus particularly, it was an extraordinarily difficult period. Jean a toujours eu envers son père une attitude et une affection ambiguë. Jean était tout à fait du côté de sa mère pour la texture nerveuse, la sensibilité. Il avait une extrême finesse psychologique. Mais on ne peut pas dire qu'il avait une grande admiration pour son père. Je ne voulais pas apparaître sur un écran. Parce que pour avoir une vie à soi, il faut savoir quelquefois prendre des virages, refuser des choses, quelquefois se cacher, ce que j'ai fait longtemps. Il y a eu 3 ans où j'ai été un très mauvais élève, je ne sais pas pourquoi. Et les relations avec mon père ont été très dures. Lorsqu'il me parlait de mes notes, il n'élevait pas la voix. Mais je peux vous dire que, avant qu'il m'en parle, ma sœur ne pouvait pas manger le dîner, tellement elle savait ce que ça allait être. Mais autrement, je l'ai connu sous d'autres aspects, avec un humour incroyable. Nous avons couru ensemble, nous avons boxé ensemble, nous avons fait des choses comme ça. Catherine a une maladie de jeunesse. Après sa guérison, elle a louché. Petite, elle pensait qu'elle deviendrait aveugle. On entendait des tap, tap, tap de quelqu'un qui se dirige dans le noir. C'était Catherine. Elle s'habituait à marcher, à toucher, à se diriger dans la nuit. Ça, c'est tout à fait une attitude d'Albert. Tout ça fait avec force de sa part. La force de surmonter tout. Il parlait pas tellement de lui, mais quand on avait un peu des exigences, qu'on demandait quelque chose qui n'était pas essentiel, il nous expliquait comment lui avait vécu et à quel point nous, on était déjà très gâtés, donc on n'avait pas besoin de ce qu'il appelait le superflu. C'est-à-dire que à 10 ans, par exemple, il nous a dit que maintenant, il fallait demander des cadeaux utiles. Le cadeau utile étant, par exemple, un cartable pour aller à l'école. Je ne sais pas si c'est... Quand vous avez 10 ans, vous ne trouvez pas ça fantastique. Mais c'était comme ça, et c'est comme ça que je savais l'enfance de mon père. Mais sinon, non, au contraire, il faisait très... il était très rassurant parce qu'il aimait la vie et que... Par exemple, les parents sont toujours en train de vous dire tu as assez mangé. Mais moi, si je mangeais énormément, ça le faisait beaucoup rire. Il n'avait pas l'air de dire que ça se faisait pas, quoi. Il aimait la vie, il était donc... On ne le sentait pas du tout en mauvaise santé. On le sentait très solide, au contraire, et très, très tonique. Très tonique. J'avais 14 ans quand papa est mort. Et j'ai lu L'étranger à 17 ans. Je me suis dit qu'il me faudrait du temps pour prendre ces livres. Je voulais pas être adulte, mais je voulais avoir une distance vis-à-vis de lui. Une distance dans le temps. Je n'aurais pas supposé d'un homme qui était sportif, qui était aussi, disons-le, un peu macho, hein. Je n'aurais pas supposé l'espèce de sensibilité, ni l'espèce de... Appelons ça astuce, mais comment traduiriez-vous craftsmanship que je trouve dans L'étranger?
Quand je pense qu'il a écrit ça en 42, vraiment ça m'étonne. Je trouve ça assez fort. Je pensais que mon attitude envers mon père affecterait beaucoup ma manière de lire les livres. C'est le contraire qui s'est passé. Ce sont les livres qui m'ont mieux appris qui était mon père. C'est une chose qui me frappe, c'est que quand on parle de mon père, c'est pas lui. On parle d'un homme célèbre, d'une espèce de mythe qui est un peu statufié, qui est un peu même moraliste, ennuyeux. Et quand je dis que oui, il avait des faiblesses, c'est-à-dire qu'il était comme tous les hommes, il aimait les femmes, par exemple, et que ça peut être considéré comme une faiblesse, mais qu'il était aussi sujet au doute. Il disait toujours que si un jour il appartenait à un parti, ce serait au parti des gens qui ne sont pas sûrs d'avoir raison. Very early on, Camus decided that his work as a writer would progress. Each stage would be marked by a play, a novel, and an essay. The first cycle, as he called it, was the absurd. Then as he proceeded on, rebellion, revolt. And then, towards the end of his life, he felt that he was coming to a completely new cycle, which would be that of nemesis, happiness, and he started with a novel, which was going to be a 2-volume novel to begin with. And at the same time, he was looking back at his family's history. Quand il est mort et que Francine m'a dit qu'elle avait trouvé dans la sacoche qu'il avait avec lui dans l'auto un manuscrit qui était inachevé et qui était le premier homme, j'ai été très très étonné. Mais Camus a toujours fait un plan général de son œuvre dès sa jeunesse, enfin, dès qu'il a commencé à penser qu'il pouvait faire une œuvre. Et il avait donc noté l'idée du premier homme. Mais d'un autre côté, il y a eu cette espèce de cassure dont je vous ai parlé, d'écœurement vis-à-vis du monde des lettres, où il s'est tourné totalement vers le théâtre, où il a fait l'adaptation des Possédés, et qu'il pensait être beaucoup plus heureux, et il l'était d'ailleurs avec les comédiens, une troupe de théâtre. Et donc, si vous voulez, des gens quand même proches comme moi, il m'avait dit, et je lui avais dit, ça va, tu m'as déjà fait le coup au moment de la chute. Non, non, c'est fini, je te jure, je suis complètement à sec. Il a dû le dire à 2 ou 3 personnes, pas beaucoup, à Francine, sa femme, à Maria Cazares probablement, enfin bon. C'était un renouveau littéraire. One evening, Jacques was coming home after doing errands, holding at arm's length a dish of potatoes and cheese. A 2-franc piece slipped through a hole in his pocket and fell clinking on the pavement. I could have lost it, he thought suddenly. Jacques knew it was wrong to hide those 2 francs, and he didn't want to do it. That was why he himself did not understand why he did not immediately give back the change. He came back from the toilet and declared that a 2-franc piece had fallen in the hole when he dropped his pants. Jacques felt a pang as he announced his bad news. His grandmother remained silent and studied him with her icy clear eyes. "You're sure?" she said at last. "Yes, I felt it drop." "Very well," she said. "We shall see." When she summoned him, he found her at the wash basin. There was nothing there. "You're a liar."
In that instant he understood it was not avarice that caused his grandmother to grope around in the excrement, but the terrible need that made 2 francs a significant amount in this home. And now he clearly saw with a spasm of shame that he had stolen those 2 francs from his family's labor. I think a lot of people, when they read The First Man, suddenly realized who Camus had been when he was a child. His mother was someone who kept her feelings to herself. He could talk to her, he could not talk with her. An absent father, and he's lost his when he was a few months old. There, in this posthumous book, it suddenly hit them, especially as the book, unfinished, is very, very biographical. We probably know more about Camus from The First Man than from any of the other books. Les gens d'Algérie, ceux qui sont venus comme des colons là-bas, sans parler des quelques exceptions qui sont les gros colons, ils n'avaient pas de famille, ils n'avaient rien, c'était des immigrants. Et donc ils n'avaient pas de passé. Et ils n'avaient quasiment pas d'avenir, c'est-à-dire ils n'arrivaient pas à construire. Donc à chaque fois, l'homme qui repartait dans la vie, il était le premier. Comme a été son père, c'est ça, lui, c'est le sens, pour moi, du premier homme. In a family where they spoke little, where no one read or wrote, with an unhappy and listless mother, who would have informed him about this young and pitiable father? No one had known him but his mother, and she had forgotten him. Of that he was sure. And he had died, unknown on this earth, where he had fleetingly passed, like a stranger. The secret he had eagerly sought to learn through books and people now seemed to him to be intimately linked with this dead man, this younger father, with what he had been and what he had become. He could not turn away from this name, those dates. For him, his father was again alive, a strange, silent life, and it seemed to him that again he was going to forsake him, to leave his father to haunt yet another night the endless solitude he had been hurled into. Turning his back on the grave, Jacques Cormery abandoned his father. Ce qui, moi, m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai eu le sentiment qu'avec ce livre, il se délivrait justement de tout ce qui avait été douloureux pour lui, qu'il acceptait la solitude dans laquelle il était, et qu'il affirmait vraiment ce qu'il était, et en particulier dans le style du premier homme, qui est beaucoup plus lyrique que les autres livres. Il affirme aussi sa sensualité, son amour de la vie, mais d'une façon beaucoup plus charnelle, avec des mots beaucoup plus de chair. Et ça, moi, ça me plaît parce que c'est une forme de révolte. Et que la révolte, c'est la vie. Nous venons d'apprendre que l'écrivain Albert Camus, prix Nobel de littérature, a trouvé la mort dans un accident de voiture. Sa voiture a dérapé, est allée s'écraser contre un arbre sur la RN5 à 24 km de Sens. Monsieur Camus revenait de sa maison en Provence, accompagné de son éditeur, Michel Gallimard, qui conduisait sa voiture. Monsieur Gallimard, transporté dans l'hôpital le plus proche, est dans un état critique. Depuis 20 ans, Albert Camus a été le chef.
C'était une journée comme on pouvait en avoir à Oran, en janvier. Il y a Francine, en tête, bien sûr. Moi, j'étais à la traîne, près de la petite Sellers. Elle pleurait, elle pleurait. Elle a eu une très grande tristesse de la mort de Camus. Elle l'aimait. Et Maria. Maria était d'une parfaite discrétion. C'est une grande dame, vous savez. À un moment, Francine m'a dit « Et Maria Cazares, tu crois qu'elle est seule en ce moment, la malheureuse ?» J'étais devant mon poste. Il était environ 2 heures. J'ai su tout de suite, ils l'ont dit tout de suite. J'étais devant mon poste, ce qui était d'ailleurs exceptionnel. À cette heure-là, d'habitude, je n'étais pas devant le poste. Là. Hein. Justement, ce jour-là, j'étais là et j'ai entendu immédiatement. J'ai poussé un cri. Ma mère, qui était à la cuisine, est venue, mais elle avait entendu. The only thing I regret is you. For the last 13 years, New York, for me, has been you. But I will make the journey when my book appears in English. I was giving a cocktail party. A lot of literary people coming in. Fortunately, somebody called me up beforehand and told me about it. And people were making the most horrible jokes at this party. I have never forgiven it. I remember one very well-known critic said the relationship between publisher and author is knife to throat. It wasn't what I wanted to hear at the time, that kind of attack on Camus' closest friend. There's no good way to learn a thing like that. And in some ways, and I'm sure other people who knew him were still mourning him. And it comes over me sometimes. This horrible separation brings home to us, as never before, the constant need we have for one another. I await you, full of strength and passion. My beloved, my ardent one, my young girl, my lover. When you read this letter, only 2 or 3 days will keep us apart. J'étais ici et j'attendais Albert qui devait venir me voir et j'attendais en vain, j'avais absolument aucune idée de prémonitoire et puis on a sonné à la porte et je pensais que ce serait lui et là c'était un ami qui lui avait appris la nouvelle à la radio. Moi j'avais pas de radio, j'avais pas écouté la radio, donc il est venu me dire qu'il y avait eu un accident, mais il n'a pas eu le courage de me dire tout de suite qu'il était mort. Just to let you know that I'm driving back to Paris with the Gallimards and will arrive on Tuesday, let's say, in principle, to account for hold-ups on the road. I will phone you to confirm dinner. I'm so happy at the idea of seeing you again that I am laughing as I write to you. I keep you close to me until Tuesday. Tender one, here is my last letter. I'm coming back and I'm happy about it. Until Tuesday, my darling. I am already kissing you and I bless you from the bottom of my heart. Until this monstrous book is finished, there will be no peace for me.
Bookmark returns to BBC Two with a new series next year.